Vous êtes déjà là au rendez-vous de votre magazine de la semaine Info 7. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée par certains sujets, notamment la situation sécuritaire à Kwamoutou, dans la partie est de la République démocratique du Congo, la sortie médiatique de Vital Kamerhe, déguerpissement de Zoé Kabila, petit frère de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qui se passe? Un invité, comme d'habitude, le secrétaire général de Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, et ce n'est pas la première fois qu'il passe dans votre magazine Info 7. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va très bien, surtout lorsque on s'est fait inviter par Info 7, c'est toujours un réel plaisir parce que chez vous, nous avons justement l'occasion de partager notre lecture de l'actualité, de la marche du pays avec nos compatriotes qui nous suivent de partout. Et je crois que nous allons passer quand même un bon moment, lequel permettra à ce que nous puissions déballer notre lecture, notre façon de voir les choses. Et surtout, vous allez dire la vérité, hein? En tout cas, au Nouvel Élan, nous ne disons que la vérité. Pas en tant qu'opposants, comme les opposants que nous voyons, qui pensent que le régime en place, tout ce que le régime fait n'est pas bien. Je crois que l'opposition n'est pas synonyme d'être hostile à tout ce qui s'est fait ou être dans la haine de ce qui s'est fait de l'autre côté. Mais seulement l'opposition veut dire qu'il faut rester dans la logique de défendre ce qui va dans l'intérêt de notre peuple, rester dans la logique de défendre ce qui est défendable. Donc ici, moi je pense que tout ce que je veux dire en tant que responsable du Nouvel Élan restera dans la ligne droite de ce que nous combattons, dans la ligne droite de ce que nous défendons justement pour l'intérêt de notre peuple. Mais vous êtes quand même conscient qu'il y a des opposants qui ne sont pas dans la même logique que vous, non? Ce n'est pas seulement dans l'opposition, c'est aussi du côté de la majorité. Donc, même du côté de la résistance, il y a toujours dans le chef, il y a un auteur, hein, Montesquieu, qui a dit que toute personne qui a une portion de pouvoir a tendance à en abuser. Donc, lorsque vous accordez la parole à quelqu'un, lorsque il se sent à l'aise de dire ce qu'il pense, il est tenté d'aller au-delà de ce qu'il est censé dire. Tandis que nous, Nouvel Élan, nous estimons qu'il faut rester rationnel, il faut rester en tout cas dans la ligne droite de ce qui intéresse notre peuple. Et ce qui intéresse notre peuple ici, c'est sa situation sociale, c'est sa souveraineté, parce que la souveraineté de notre peuple tient compte de ce qu'il veut, de ses décisions, notamment en ce qui concerne la gouvernance au niveau des institutions, mais également la souveraineté de notre pays. Blanchard Mongomba, nous avons vu à un moment, Nouvel Élan était dans une tournée à travers la République démocratique du Congo, dans le cadre de votre parti politique, pour préparer vos électeurs au prochain rendez-vous, qui est donc les élections, selon la Constitution en 2023. Est-ce que vous continuez? Vous avez déjà fini? Où en êtes-vous avec cette tournée? On n'a pas fini. Tout récemment, j'étais dans la province du Nord-Ubangi, précisément à Gbadolité. Récemment, je vais, moi et ma délégation, me rendre au Kwango. Nous allons continuer parce que l'activité d'un parti politique, surtout d'un secrétaire général, ne pas de rester dans un bureau climatisé. Un parti politique, il faut de temps à autre se rendre au niveau de la base, s'enquérir du fonctionnement, de la réalité des terrains, mais surtout s'assurer que vous avez des électeurs lesquels pourront permettre, aider à ce que lors des élections, vous puissiez accéder aux fonctions régaliennes, vous puissiez accéder à l'État. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Mais malheureusement, ce n'est pas l'unique travail au sein d'un parti politique. Parce qu'au-delà de ces différentes, en tout cas de ces différentes descentes, de ces différents voyages, il y a aussi un travail administratif que le secrétaire général est appelé à faire. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre au-delà de ce travail? Au-delà de ce travail, c'est comme je le dis, il faut organiser au niveau interne le parti, parce qu'il y a notamment les questions électorales, le rapport de notre parti politique avec d'autres partenaires, notamment
les institutions dans la CENI et autres, savoir est-ce que les choses vont dans le sens que nous les souhaitons, est-ce que, donc il y a tout ça. Donc le travail d'un parti politique, c'est un tout, ce qui fait que par moment, vous avez comme l'impression que nous ne faisons plus les descentes de terrain. Pourtant, nous nous faisons par moment représenter par certains collaborateurs qui vont nous représenter pour s'assurer que le parti fonctionne très bien au niveau de la base, au niveau des provinces. Mais ici, nous continuons. Pendant que nous ne sommes pas sur terrain, nous ne sommes pas dans des provinces, nous sommes ici sur place en train de coordonner certaines activités, certains contacts avec des partenaires et tant d'autres. Donc voilà un peu. Et dans le coin que vous aviez visité, le coin de la République démocratique du Congo, quel est le constat que vous avez fait, surtout en ce qui concerne le social du peuple congolais? Très amer, un constat amer parce que il faut dire que l'essentiel de la monnaie qui circule dans l'espace congolais, c'est-à-dire dans notre économie, réside à Kinshasa, dans le Congo central, un peu le Katanga et un tout petit peu le Nord Kivu. Et le reste de nos provinces, puisqu'on en a 26 provinces, avec une trentaine de villes, près de 145 territoires. Donc c'est la catastrophe. La catastrophe parce que déjà, il y a un problème d'infrastructure. Il y a un problème d'infrastructure aussi au niveau de la banque parce que la banque fonctionne avec de l'électricité, tout ça, et ça pose d'énormes problèmes. Mais au-delà de tout ça, il y a un sérieux problème d'infrastructure, en tout cas sur le plan routier. Nous n'avons pas de route d'intérêt national, nous n'avons pas de route... Mais il y a quand même des chantiers qui sont déjà ouverts, non? Non, mais des chantiers, moi je pense que nous, Nouvel Élan, nous disons que si il faut se référer au tracé colonial, le colon nous a laissé avec plus ou moins 60 000 km² de routes d'intérêt national. Aujourd'hui, nous en dénombrons plus ou moins 5%, c'est-à-dire 3 000. Donc, pour avoir ces 60 000 km butimés, il nous faut plus ou moins 60 milliards de dollars. Et il faut mobiliser ces ressources. Est-ce que avec le projet 145 territoires, ceux qui gouvernent aujourd'hui peuvent nous dire qu'ils sont prêts à débourser près de 60 milliards de dollars de manière à nous permettre d'avoir ces infrastructures? Parce que le Congo, en réalité, pose un sérieux problème au niveau des infrastructures. Parce que nous avons des compatriotes qui travaillent. Moi, je fais l'arrière-pays, je sillonne nos différentes provinces. Je constate qu'effectivement, nous avons des dignes fils et filles de ces pays qui travaillent dans l'arrière-pays, dans le champ et d'autres, l'agriculture, l'élevage. Mais il y a ces problèmes d'évacuation qui se posent parce que il n'y a pas de route. Exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les 145 territoires, on peut ici nous regarder droit aux yeux et nous dire qu'ils sont prêts, ils sont capables de nous présenter ces infrastructures-là dans, en tout cas, moins d'une année qu'il reste, de manière à assurer l'évacuation de ces produits? La réponse est clairement mais Blanchard Mungomba, quand vous parlez d'infrastructures, c'est vrai qu'il y a quand même des images qui montrent que dans certaines provinces, il y a quand même déjà des chantiers ouverts, comme par exemple dans la capitale, dans les autres provinces, le Kasaï, on a vu. Mais vous ne trouvez pas qu'il faut quand même être aussi patient avec le régime? Parce qu'en 5 ans, vous êtes quand même conscient que le trou était tellement profond. Est-ce que Tshisekedi et son régime étaient vraiment à mesure de relever le défi dans 5 ans? Non, mais la première réponse, je dirais, madame, que le Congo, c'est 2 345 000 km². Deuxième partie de la réponse, je dirais que lorsque l'on accède ou l'on bat campagne, puisqu'en 2023, par exemple, lorsque Adolphe Muzito va battre campagne, nous n'allons pas demander à notre peuple de patienter pendant 10 ans, 15 ans. Nous allons demander à notre peuple de nous regarder, de nous observer pendant 5 ans. Selon que nous allons présenter les diagnostics, selon la réalité trouvée sur terrain, nous allons dire à notre peuple, voilà sur le plan chiffré ce que nous avions trouvé, ce qu'il nous faut pour réaliser ce que vous attendez de nous, si bien que nous n'allons pas l'accomplir à 100%, mais du moins, vu le temps imparti, c'est-à-dire le 5 ans réservé
par le constituant, nous allons devoir travailler selon autant de pourcentages. Et le peuple va vous juger selon ces pourcentages-là. Mais lorsque vous ne faites pas... Mais peut-être que l'actuel régime va le faire... non, mais il aurait pu le faire à l'entame. C'est-à-dire, lorsque M. Tshilombo est entré au pouvoir, il aurait pu dire aux Congolais exactement que voici ce que je trouvais dans la gibecière, c'est que M. Kabila a laissé, et voici ce que moi je compte faire dans le temps imparti. Chaque responsable dans son secteur ne cesse peut-être de le dire aussi. Non. Dans les discours, on entend quand même. Le problème, c'est que M. Tshilombo, c'est lui le premier comptable de son mandat. Il a été élu, non pas pour se justifier selon que tel secteur ou tel autre secteur a fait tel constat. C'est à lui de faire le constat. C'est à lui de dégager la vision globale avant de voir les autres répercuter ce que lui a comme vision. Parce que les ministres ne seront pas sanctionnés parce qu'ils n'ont pas été élus. C'est M. Tshilombo, entre guillemets. Mais quand il parle toujours au nom du président de la République, au nom de... Mais bien évidemment, mais est-ce que il le représente parce que Tshisekedi lui-même ne peut pas être partout. Non, si vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo, si ma mémoire ne me trahit pas, je crois l'article 91 ou 92 dit clairement que le Premier ministre élabore le programme du gouvernement en concertation avec le président de la République. C'est-à-dire que le chef de ministre, parce que les ministres ont leur chef qui s'appelle chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement élabore son programme avant son investiture en concertation, en collaboration avec le président de la République. Pourquoi? C'est parce que c'est le président de la République qui est élu. C'est le président de la République qui sera comptable dans 5 ans devant le peuple. On dit toujours que l'élection du président de la République, c'est une relation personnelle entre un homme et un peuple. Et c'est à lui de justifier son mandat. C'est lui qui fait la redevable devant les peuples congolais. Exactement. Donc, c'est à lui justement de nous dire ce qu'il a trouvé, ce qu'il comptait faire et ce qu'il ne pourra pas faire. Mais malheureusement, à l'adresse à la nation, il le fait, non? Est-ce qu'il fallait vraiment consacrer juste un temps où il devait vraiment s'adresser alors qu'il y a un rendez-vous qui lui est donné pour s'adresser à la population? Non, mais les discours à la nation, en réalité, c'est un bilan mi-parcours ou un bilan à chaque étape. Parce qu'il a 5 ans et chaque année, vous devez rendre compte, dire au peuple que selon ma vision, la vision que je vous avais présentée, j'ai totalisé déjà une année, mais selon ce que j'avais trouvé et ce que je vous avais promis, voilà ce que je puis faire. Ce que je ne pourrais pas faire en cette année. Non, c'est pas ce qu'il dit. Lorsque moi je Il l'a fait par exemple en prenant juste l'aspect justice. Il avait quand même reconnu que la justice en RDC, ça n'allait pas. Non, mais ça c'est générique. Hein. Ça, même un enfant de l'école maternelle peut vous dire que la justice ne marche pas en République démocratique du Congo. Mais lorsqu'on est gouvernant, lorsqu'on est à la tête d'une institution, on ne peut pas venir avec des termes génériques. On doit dire que voilà, la justice ne marche pas selon qu'il y a telle ou telle autre réalité. Mais ce n'est pas ce que M. Tshilombo dit aux Congolais. Il doit nous dire, par exemple, sur le plan de la rémunération, qu'est-ce que son gouvernement réserve à cette justice pour que cette justice soit indépendante. Ça, il n'a jamais dit. On aurait pu entendre que, voilà, on a trouvé une enveloppe minime, mais on a augmenté l'enveloppe, par exemple, du pouvoir judiciaire de 15, 5 ou 10%, et c'est pour permettre à ce que cet appareil judiciaire nous permette à atteindre tel objectif. Mais ça, il ne l'a jamais fait. Parce que la gouvernance, c'est question de statistiques. Il faut y aller avec de chiffres, avec de précision, au lieu de rester générique. Ça, tout le monde sait le faire, madame. Ça, merci beaucoup. Madame, messieurs, prenons à présent le premier dossier de votre magazine Info 7. Chose promise, chose due. L'usine de captage, de traitement et de distribution d'eau potable de Lemba Imbo a été inaugurée le mardi 23 août 2022 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une promesse tenue, le chef de l'État l'avait annoncé dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019, affirmant sa détermination de relever les défis de l'amélioration du social des populations congolaises avec des projets d'infrastructures socio-économiques de base dans les secteurs de l'eau potable.
Implanté au terme de grands travaux exécutés par l'entreprise sud-coréenne Hyundai Engineering en ayant 30 mois, le premier module de l'usine de captage, de traitement et de distribution d'eau potable de Lemba Imbu est une unité d'une capacité de production de 35 000 m3 d'eau potable par jour. Elle est située à une trentaine de kilomètres du centre-ville, au confluent des rivières Ndjili et Lukaya. L'usine compte 3 phases au total. La première phase inaugurée va approvisionner en eau potable les communes d'Ndjili et de Kimbanseke qui souffraient depuis des décennies de la carence des dessertes en eau potable. Les 2 autres phases vont donner de l'eau potable aux autres municipalités de la Tchangou, de Lemba, à la cité de l'université de Kinshasa et à une partie de Mongafula. Ça aurait été l'information principale de ce briefing presse. Tony Mwaba confirme pour le 5 septembre prochain la rentrée scolaire 2022-2023. La prochaine rentrée scolaire qui sera lancée dans la province de Lomami, plus précisément en Gandanjika, le 5 septembre de cette année. Le ministre de l'EPST soutient qu'il n'y a plus d'obstacles avec les enseignants. Il y a près de 50 organisations syndicales à l'EPST. Nous avons accepté que seules les organisations syndicales qui sont régulièrement constituées, qui sont en règle avec le ministère de la Justice, en règle avec le ministère du Travail, en règle avec l'EPST, pouvaient prendre part à ces assises. Toutes et sans exception ont pris part et ils ont signé le rapport final. Après évaluation des engagements du gouvernement envers les enseignants, une feuille de route a été mise sur pied. Nous avons décidé de mettre en place une feuille de route pour voir les quelques engagements qui étaient pris et qui n'ont pas été exécutés, pour voir comment nous pouvons aller de l'avant pour que le gouvernement, accompagné du banc syndical, parce que c'est un partenaire, nous puissions exécuter également. Déjà, après la gratuité de l'enseignement rendue effective, le nombre d'écoles construites a augmenté. Les nombres d'écoles qu'il y avait avant la gratuité, après la mise en œuvre de la gratuité, et aujourd'hui, il y a 23 049 écoles de plus qui ont été faites, qui ont été rajoutées, et avec à peu près 265 000 enseignants qui ont été mécanisés depuis la gratuité. C'est énorme. S'agissant du retard dans la publication des résultats de l'examen d'État, Tony Mwaba les justifie par les cumuls des tests ENAFEP, TENASOSPE et EXETA. C'est pour renforcer les capacités des agences locales d'exécution dans la mise en œuvre de la gestion des conventions signées avec le Bureau central de coordination que cet atelier a été organisé. Cette activité intervient ce jour après la signature de conventions par ces agences qui auront la charge de construire et réhabiliter 189 écoles et 124 centres de santé à travers les 45 territoires d'intervention du BCECO. Après cette séance de renforcement de capacité, ces agences pourront se déployer sur le terrain pour démarrer les travaux, a déclaré le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba. Après cet atelier, je pense que nous avons déjà commencé à payer les avances de démarrage des travaux. À partir de la semaine du 29 août, les ailes vont se déployer sur le terrain pour lancer les travaux dans les 48 territoires d'intervention du BCECO. Au terme de cet atelier qui s'est penché essentiellement sur la gestion opérationnelle des contrats, les activités des sous-traitances, la présentation des factures de contrôle financier, les représentants des agences locales d'exécution se sont dit être renforcés des connaissances fournies par le BCECO. Alors, je remercie BCECO pour cette formation parce que ça nous a donné vraiment le clou de comment nous devons travailler sur le terrain. Si, je l'estime bien parce que nous avions été éclairés sur les procédures prévues par le BCECO et je l'estime bien que ça sera transparent. Pour rappel, le BCECO est l'une des structures d'appui au développement retenues par le gouvernement congolais en vue de mettre en œuvre le programme du développement local des 145 territoires, une vision du président de la République Félix Tshisekedi pour réduire les inégalités sociales et améliorer les conditions socio-économiques de la population à partir de la base.
Rentrée scolaire déjà confirmée en République démocratique du Congo. Gratuité de l'enseignement des bases, on a quand même vu le fruit aujourd'hui. Les finalistes sont là. Blanchard Mongomba, aujourd'hui peut-on dire que c'était vraiment possible pour que la gratuité soit réellement effective en République démocratique du Congo? Je crois que la gratuité, de pas une histoire de sexe des anges, hein, la gratuité c'est ce qui est prévu. Mais depuis tout ce temps, il n'y en avait pas. Non, mais le problème n'est pas celui de déclencher cette gratuité sans en avoir en tout cas tous les moyens possibles de manière à rendre cette gratuité non seulement effective, mais surtout une gratuité de qualité. Parce qu'aujourd'hui, il faut se poser la question sur la qualité de nos enfants, si bien que Mais ce sont toujours les mêmes enseignants qui ont donné cours avant la gratuité, qui continuent à donner cours. Mais le problème, c'est celui de se poser la question de savoir si ces mêmes enseignants et cette même manière d'enseigner nous plaît ou ne nous plaît pas. Parce que c'est ce que nous n'arrivons pas à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, nos jeunes frères, nos propres frères qui finissent les humanités, reflètent réellement le niveau de ceux qui finissaient avant? Et pourquoi ces doutes? Non, c'est pas une question de doute, c'est plutôt une question de moyens. Parce que lorsque vous ne rémunérez pas, vous ne mettez pas une enveloppe. Non, mais parce que vous êtes en train de vous poser la question de savoir, est-ce que les jeunes frères sont réellement à mesure? C'est-à-dire que quelque part, vous avez des doutes. Ben oui, doutes par rapport à la qualité, parce que nous voyons tous, hein, lorsque tout récemment, on a vu le résultat être publié, mais lorsque vous suivez les discours de nos jeunes frères, vous sentez qu'il y a un sérieux problème au niveau de la qualité de l'enseignement dispensé au niveau Est-ce que cela est arrivé seulement avec la gratuité? Parce qu'on a fait ces constats depuis, c'est justement la question que nous, en tant que peuple, nous devons nous poser. C'est qu'on aurait pu applaudir, c'est le fait que le régime de M. Tshilombo ait réparé ce que nous décrions. Mais le fait de bomber la poitrine en disant qu'il y a la gratuité, alors qu'en réalité, cette gratuité piétine, et non seulement que ça piétine, mais ça ne donne pas le fruit escompter le résultat que nous attendons tous, selon que nos enfants doivent avoir une éducation de qualité, nos enfants doivent avoir un niveau, en tout cas acceptable pour être aussi, en tout cas, qu'ils essayent de s'affronter aux enfants qui finissent 23 049 Malheureusement, ce n'est pas la réalité que nous trouvons en face. 23 049 écoles ajoutées selon les ministres de la Communication, c'est quand même encourageant. C'est pour recevoir quel nombre d'enfants, selon que nous attendons quel nombre. Mais 23 000, quand même, 2 ans, 3 ans, c'est quand même encourageant, non? Non, mais le vrai problème, c'est ce que j'ai dit en amont, madame. Ils avaient promis de nous donner combien d'écoles, selon que nous attendions combien. Parce que chaque année, c'est plus ou moins 3 millions d'élèves qui finissent. Et le gouvernement devrait être capable de nous dire, par exemple, que bon, chaque année, nous allons vous produire autant d'écoles, parce que chaque salle de classe doit recevoir en minimum, selon les statistiques, au niveau international, 25 élèves. Mais lorsque nous parlons de 23 000 écoles, c'est pour recevoir combien d'élèves? C'est ça aussi, en tout cas, mais avant, on n'en avait pas. Ça va quand même essayer de résoudre. Non, mais nous ne pouvons pas nous servir des échecs, de rater les autres comme excuse pour justifier ce que nous n'arrivons pas à faire. C'est ça le vrai problème. Donc, ceux qui sont là, s'ils veulent être meilleurs, ils ne doivent pas chercher à être meilleurs selon les faiblesses des autres. Ils doivent être meilleurs selon les attentes du peuple. Qu'est-ce que le peuple attend réellement du gouvernement? Les parents se réjouissent quand même de la gratuité. Pas du tout. Quels parents? Quels parents? C'est vrai que moi, je vais être vrai avec vous. C'est que la gratuité, nous ne pouvons pas dire que en totalité, c'est un échec. La gratuité a pu quand même apporter quelque chose. Mais la question que nous devons nous poser... Soulager les parents, il faut les reconnaître. Une partie des parents, ça il faut le reconnaître, une partie des parents. Mais ça représente quel pourcentage par rapport à la République démocratique du Congo? Si je ne me trompe pas, 5 millions d'enfants envoyés à l'école? Ça représente quel pourcentage? C'est ça. Ça représente quel pourcentage? Moi je pense que nos amis n'ont pas fait ce que le peuple ou ce que le Congo attendait d'eux. Ils sont dans un échec, mais du moins cet échec a de bémol, a des excuses. Mais ces excuses-là ne peuvent pas
Vous êtes sûr qu'ils sont vraiment dans l'échec lorsqu'on regarde la gratuité? Prenons juste les secteurs éducationnels. Mais moi, j'attends les statistiques, madame. J'aurais aimé qu'en face, qu'on nous présente les chiffres. C'est que on a présenté aujourd'hui résorbe. 5 millions d'enfants, je reviens encore, 5 millions d'enfants récupérés par la gratuité. Par rapport à combien de millions qui ne sont pas encore récupérés? C'est ça la question. C'est ça la grande question. Peut-être qu'avec les 23 049 écoles ajoutées, on aura encore 5 millions, 10 millions, 15 millions et tous ces enfants qui sont en train de traîner dans la rue seront certainement envoyés à l'école. Au-delà de cette problématique de chiffres, surtout que jusque-là, on n'a pas encore le chiffre exact. Moi, je continue à douter sur la qualité de cet enseignement. On doit commencer par assurer la qualité de cet enseignement parce que nous lançons vers une compétition. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est planétaire, tout est globalisé et nous ne devons pas envoyer les enfants qui ne reflètent pas réellement le besoin que nous attendons. Donc les états généraux de l'EPST s'imposent? Non, il n'y a pas seulement question des états généraux de l'EPST, nous avons un sérieux problème de réforme dans notre pays, dans tous les secteurs. Nous devons aller dans de réformes structurelles, de réformes en tout cas sérieuses par rapport à chaque secteur, de manière à voir déjà les niveaux de l'éducation, ce que demandent ou ce que coûtent ces niveaux de l'éducation, de manière à s'assurer que le pays a effectivement cette enveloppe-là pour supporter la gratuité. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le budget que nous avons, nous pouvons prétendre soutenir la gratuité de l'enseignement selon que nous savons que nous devons commencer par donner une éducation de qualité pour ne pas bomber la poitrine simplement du fait que il y a aujourd'hui gratuité, alors que cette gratuité ne reflète pas la qualité de l'enseignement que tous nous attendons. C'est ça la grande question. Donc moi, je continue à croire que il est possible que nous puissions avoir la gratuité, une vraie gratuité, mais commençons par travailler le budget de l'État, commençons par travailler nos statistiques au niveau de la mobilisation pour permettre à l'État d'avoir une caisse, une enveloppe consistante de manière à assurer le fonctionnement et même le salaire de ces enseignants de manière à permettre à ce qu'il y ait qu'on ait la qualité. Exactement, la qualité de l'enseignement. Le président de la République avait promis, aujourd'hui, il y a eu une usine de captage d'eau qui a été inaugurée à Lemba Imbu. Certainement que vous aviez cette information. Vous ne pensez pas que Félix Tshisekedi mérite encore que la population puisse lui accorder le temps? Parce qu'il promet, il réalise. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, c'est tout à fait normal qu'ils trouvent que M. Félix Tshilombo... Pour ceux qui ne connaissent pas le Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Congo. Parce que le Congo égale 2 345 000 km². Le Congo égale 26 provinces. Chaque province a la capacité ou la dimension des États voisins de chez nous ici. Je peux prendre ne fût-ce que le territoire d'Idiofa qui représente le Rwanda entier. Donc c'est pour vous montrer que Idiofa c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Donc lorsque M. Tshilombo va inaugurer une usine de captage à Lemba Imbu et les gens applaudissent selon que voilà. Oui, mais parce que les riverains ont trouvé leur compte. Mais le riverain... Simplement que dans les provinces, il y a aussi le gouverneur qui sont en train de faire le travail. Comme quelle province? Moi, je peux vous citer la province de l'Équateur où la régie des zones ne marche plus. Je peux vous citer le Nord Ubangi où j'y étais tout récemment. Je trouvais que la régie des eaux... Vous voulez me dire que là-bas, il n'y a pas de l'eau? Il n'y a pas d'eau, pardon? Ils utilisent les eaux pas seulement de forage, mais surtout des puits. Ils vont dans les rivières. Non, c'est un sérieux problème. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement actuel est capable de nous dire, de nous donner les taux ou le pourcentage en termes de desserte en eau potable? Ils sont capables de nous dire... À travers la RDC. À travers la RDC. Donc, je crois que si on veut se satisfaire par le simple fait qu'il y ait inauguration de l'usine de captage à Lemba Imbu, alors que le Congo, c'est 2 345 000 km², moi, je me pose la question si les gens connaissent réellement le Congo. Le Congo, c'est 100 millions d'habitants, madame. Or, Lemba Imbu, je ne sais pas si ça regorge même 1 million d'habitants. C'est pas que nous refusons cela. Nous disons que c'est quelque chose. Mais
quel est son impact par rapport au pourcentage? Déjà, son impact, c'est à Kinshasa, c'est que la population qui est dans cette partie mais ça ne peut même pas desservir, ça ne peut même pas desservir 50% des habitants de la ville de Kinshasa. Moi, ce matin, chez moi, avant de sortir, il a fallu attendre à ce qu'on aille trouver de l'eau par-ci, par-là. Parce que les robinets étaient là, mais l'eau n'est certainement qu'une situation une solution est en cours pour votre coin. Non, mais c'est tout le jour. Ce n'est pas la situation d'aujourd'hui. Je vous en parle aujourd'hui parce que je l'ai vécu, mais c'est pratiquement tout le jour. C'est pour vous dire qu'il y a un sérieux problème. Moi, je continue, madame, à dire qu'il y a un sérieux problème de vision de ces pays. Nous ne pouvons pas nous contenter par les projets initiés de manière isolée, de manière en tout cas, voilà. Donc parce que le Congo a un problème et les problèmes de Congo constituent un tout. Nous devons commencer par définir quelle est la vision que nous voulons pour ces Congos et comment mettre en place. La vision, c'est le peuple d'abord. Il y a déjà une vision avec Tshisekedi qui parle du peuple d'abord. Voilà pourquoi il a même amené le projet 145 territoires. Mais ça il a commencé à la base. Lorsque on voit les conseillers, on voit les ministres, on voit, je sais pas moi, les gens qui profitent de l'argent du contribuable. On profite déjà de l'argent du contribuable dans le cadre de ce projet, c'est ça? Moi c'est ce que vous voulez dire à la population qui est en train de vous suivre? Non, ces projets, je ne sais même pas si ça a déjà commencé, je ne sais même pas si ça va finir comment, mais du moins, je constate que les caisses de l'État continuent à être saignées par de personnalités publiques qui sont le preuve, mais regardez un peu partout, malheureusement que la justice jusque-là n'arrive pas à condamner. Parce que lorsque nous voyons, je peux vous citer des cas, on a vu les personnalités condamnées selon qu'il y ait détournement de l'argent du projet 100 jours. Aujourd'hui, ces personnalités sont libres sans pour autant rembourser l'argent, qu'ils ont remis l'argent dans les caisses de l'État. On ne viendra pas le dire sur la toile. Mais ce n'est pas l'argent d'un individu, c'est l'argent du peuple congolais. Lorsqu'on rembourse cet argent, nous, en tant que peuple, nous devons savoir ça a été remboursé quand, à quelle hauteur et quel moment. C'est ça. Est-ce que vous êtes approché de la justice pour en savoir plus? Parce non, que ça ne peut même pas. Le secret ne peut pas être mis. Ça ne peut pas faire l'objet d'un secret. C'est l'argent du contribuable congolais. La maman qui vend le charbon chez moi à Kalamou, la maman qui est à Kasumbalesa, celle qui est à Massissi, à Bongandanga à l'Équateur, elle doit savoir parce que c'est son argent. On ne peut pas nous dire que c'est un secret. Quel secret? Donc c'est ça justement la question, madame. Donc ici, moi, je continue à dire que il faut justement une vision claire et globale par rapport à la marche du pays. On constate que nos amis sont dans le tâtonnement. Ils tentent par-ci par-là. Parce que même le projet 100 jours, est-ce que ça a été présenté lors en tout cas, de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde? Est-ce que ça a été présenté lors de la campagne, le projet ou le programme de messieurs Antoine Félix Tshilombo pendant, en tout cas, la campagne électorale? Pas du tout. Mais aujourd'hui, lorsque ces projets sortent, on sent que nos amis sont dans le tâtonnement. Ils cherchent par où toucher pour s'accrocher. Ils sont dans le CRR. Entendre parler Blanchard Mungomba, le projet 145 territoires, c'est pas un projet réalisable. Non, ben, ça peut être réalisé si les gens sont conscients de ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est au niveau d'abord de la forme avant de toucher le fond. Est-ce que sur le plan de la forme, ça a été prévu par le gouvernement lors de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde? Je crois que la réponse est non. Est-ce que ça a été prévu lorsque M. Félix Tshilombo battait campagne lorsqu'il a présenté sa vision? Je crois que ça n'a pas été prévu. Mais maintenant, si nous regardons le fond, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Le développement à la base, mais les développements à la base... On va résoudre tous les problèmes de l'eau, l'électricité, oui, mais on doit nous dire... Infrastructure. On doit nous dire le développement à la base, quel est le vrai problème au niveau de la base. Moi, je peux vous répondre en disant que selon mes études personnelles, puisque je sillonne les Congos, le problème du développement à la base touche essentiellement au niveau des infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire... 145 territoires pour alors, on peut nous dire, parce que moi, je vous ai dit ici que sur le plan national, on a plus ou moins 60 000 kilomètres que nous devons réaliser, que nous devons bitumer. Alors qu'à ces jours, nous n'avons plus ou moins que 5%, c'est-à-dire 3 000 qui est bitumé. Est-ce que
le projet 145 territoires est résoudre capable de résoudre le problème, à quelle hauteur, avec quel niveau du budget. Le projet, les infrastructures au niveau des provinces, parce qu'il y a les routes d'intérêt national, il y a des routes d'intérêt provincial et des routes de dessert agricole. On doit nous dire à chaque niveau, à chaque étape, quelle est la hauteur, quel est son budget et comment on pense financer ces projets. Mais lorsqu'on ne nous donne pas cette vision panoramique, cette vision globale, et on veut nous faire croire que nous devons croiser les bras parce que c'est un projet qui va résoudre les inégalités au niveau de la base. Moi, je doute encore et je pense que c'est du populisme. C'est simplement une sorte de campagne électorale que nos amis se sont lancés. Merci beaucoup, madame, messieurs. Prenons à présent le deuxième dossier de votre magazine Info 7. Poussé par l'intérêt qu'il accorde à sa patrie quant au développement de celle-ci, Jacques Menchabani a bien voulu avoir des informations à la source pour le projet Congo Railway, projet qui consiste à la réhabilitation et à la construction du chemin de fer. C'est un projet sur lequel on a entendu parler et vu l'intérêt que nous portons à ce que ce pays se développe en termes d'infrastructures, surtout de déplacement des personnes et des biens, il était important pour nous de nous en rendre compte, de savoir exactement de quoi il était fait le contenu et quand est-ce que les premières phases de travaux allaient commencer. Et aussi savoir comment est-ce que nous pouvons, en notre qualité, porter ce projet, les aider, les encourager à aller de l'avant pour que Congo Railway soit une réalité en République démocratique du Congo. Initié dans un pays au carrefour de l'Afrique aux potentialités si énormes, ce projet a son pesant d'or renchéri ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec une multitude de frontières, 9 pays frontaliers, nous sommes au centre de l'Afrique, donc nous sommes un pays non seulement continent mais un pays carrefour en termes sur le plan économique et même politique. Donc il est important que nous ayons des voies de communication et le chemin de fer est une voie de communication extrêmement importante pour les marchandises et les personnes avec toutes les ressources que notre pays a. Donc il est extrêmement important que ce projet ici, qui est un projet qui a tout son pesant d'or, aboutisse et commence ses débuts d'exécution. Signalons par ailleurs que le projet Congo Railway a pour mission de réhabiliter 10 000 km de chemins de fer à travers le territoire congolais. Il était question pour le directeur général de Congo Railway, Richard Mwamba, d'apporter des explications claires au président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wemba, sur la mission assignée de ce projet qui consiste à construire et réhabiliter le chemin de fer dans le Congo central en particulier et en RDC en général. Nous allons la mettre en œuvre pour construire 10 000 km. Dans ce 10 000 km, il y a 5 000 km qui existent déjà, mais qui sont dans un état assez piteux. Donc ça prend Kinshasa-Matadi, la ligne ouest, et puis la ligne sud de Sakania à Ilebo, et puis au nord Donc ça c'est le réseau existant, ça fait à peu près 5 000 km que nous allons vraiment moderniser. Une fois au parfum de l'information, le Congo, Jean-Claude Wemba découvre les avantages de sa province dans la réalisation de ce projet. Le prochain San Francisco sera le Congo central. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que comme il y a le jeté du port en eau profonde que nous avons toujours tant cherché et que maintenant, d'ici quelques temps, ça serait en marche, avoir un grand groupe de chemins de fer, un, pour faciliter nos routes, que ça ne puisse plus s'abîmer comme c'est le cas, et de deux, le chemin de fer est rapide. Parce que pour des gens qui veulent aller de Kinshasa à Matadi, quand ce sont des express, en 1 heure du temps, vous arrivez. Parce que les locomotives qui viendront aussi, ce sont les locomotives que nous appelons de train à grande vitesse. Et ce qui est surtout intéressant, que j'ai beaucoup apprécié par rapport au Congo Rail, c'est que Congo Rail est en train de travailler avec l'ex-ONATRA. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central n'a pas oublié l'intérêt
de Congolais au regard de la main-d'œuvre qu'apporterait ce projet. De nos compatriotes pour qu'ils puissent directement être dans ce grand projet. Et là où je suis encore d'accord, que Congo Rail souhaiterait dans le social essayer de vider tout ce qu'il y a comme problème social au niveau de l'ex-ONATRA. Signalant par ailleurs, le directeur général de Congo Railway était bien accompagné par l'administrateur associé Gabriel Chabani Lissassi, dit Chabani Record. Aussitôt arrivé à Kinshasa, l'homme d'affaires Innocent Tchoukouma a été reçu par le gouverneur. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, les milliardaires nigériens est venu parler investissement. Implanter une usine de fabrication et de montage de véhicules, entre autres des bus, minibus, voitures, Jeep 4x4, véhicules militaires, c'est bien l'objectif de cet homme d'affaires en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Après quelques minutes d'échange, Jean-Tiningo Bilambaka a conduit son hôte auprès du ministre des Hydrocarbures pour parler de l'appel d'offres international sur les blocs pétroliers qui intéresse son invité de marque. Dans la soirée de ce mercredi 24 août 2022, l'autorité urbaine va conduire le directeur général du groupe Even auprès du vice-ministre des Mines Godard Motemona pour parler des minerais de la République démocratique du Congo, un autre domaine qui intéresse Innocent Tchoukouma. Innocent Tchoukouma, il est donc industriel, il évolue aussi bien dans le domaine des mines qui est dans le domaine de l'automobile, qui est fabricant de véhicules, de voitures, de jeeps et de camions. Alors, il évolue également dans le domaine des hydrocarbures. C'est pour cette raison que nous avons été rendre visite au ministre concerné hier soir. Alors, ici, avec le ministre Godard Motemona, nous avons évoqué la possibilité pour son entreprise de faire une grande acquisition dans le domaine des mines, parce qu'il compte fabriquer des véhicules qui vont fonctionner avec des batteries électriques. Donc nous avons un grand potentiel en ce qui concerne les cobalt et les lithium. Je pense que le ministère concerné, donc le ministère des Mines, a cette facilité de mettre à la disposition de M. Innocent Tchoukouma de Karimini et pourront donc l'aider à implémenter son grand projet. Visiblement, le décor est bien planté. Nous avons conclu directement par quelle direction nous devons commencer, qui est, ils doivent rédiger une lettre d'intention au ministère avec toutes leurs intentions. Et ensuite, le ministère aussi va leur répondre avec le besoin dont nous avons besoin pour leurs investissements. Et à partir de là, on pourra évoluer. Ici est de noter que dans quelques jours, une usine de montage et de fabrication de véhicules marque Even sera implantée dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un projet conduit par le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est un rêve de plusieurs Congolais de la capitale de la République démocratique du Congo qui sera concrétisé par Jean-Tiningo Bila. Plusieurs projets en cours en République démocratique du Congo. Congo Railways qui s'apprête à réhabiliter mais aussi construire des kilomètres de chemin de fer en République démocratique du Congo. Une usine de fabrication de véhicules attendue également à Kinshasa. Blanchard Mungomba, vous avez suivi ces éléments diffusés sur Congo Télévision. Votre réaction? Ben, je crois que c'est normal. Nous devons encourager, nous devons soutenir à ce que qu'il y ait plus d'investisseurs en République démocratique du Congo. Le Congo a de potentiel, nous avons de potentialités. Pourquoi ne pas justement favoriser, pourquoi ne pas faciliter à ce que les investisseurs viennent, ceux qui ont les capitaux, ceux qui ont le moins, viennent ouvrir les entreprises de manière à bénéficier aux Congolais. Mais ce qui est quand même malheureux, c'est que... Et qu'est-ce qui est malheureux? Ce qui est malheureux, c'est justement ces côtés un peu tracasserie. Je crois que l'État devra
travailler un peu ces côtés-là de manière à mettre à l'aise des investisseurs, parce que ce n'est pas aujourd'hui que le Congo a commencé à compter ou à recevoir des investisseurs comme ça. On a vu plusieurs investisseurs venir avec ce genre de projets, mais très souvent, ces genres de projets s'arrêtent en mi-chemin. Et lorsque vous parlez de tracasserie, qu'est-ce que vous voulez concrètement dire? Sur le plan, par exemple, déjà de la constitution des entreprises, c'est vrai, aujourd'hui nous avons le guichet unique, mais il y a de sérieux problèmes aussi sur ce plan-là, la procédure. Nous devons travailler de manière à régulariser pour ne pas mettre mal à l'aise les investisseurs, surtout étrangers, qui arrivent pour investir dans notre pays. Je prends également sur le plan de la fiscalité. Nous devons faire à ce que ces investisseurs ne viennent pas, ne sentent pas qu'ils viennent au Congo pour investir, mais c'est comme s'ils venaient tout jeter pour que cela entre dans les poches des individus. Donc nous devons créer, faire en sorte que nous puissions canaliser la fiscalité, les recettes pour que ça n'aille pas dans les poches des individus. Mais encore, c'est qu'il faut relever. C'est que aujourd'hui, avoir le projet tel que nous l'avions vu, c'est une très bonne chose. Congo Airways. Oui, j'ai vu Congo Airways, Railways, voilà. C'est à soutenir. Mais là encore, je crois qu'on devra casser plusieurs maisons. Parce que il faut certainement dire que c'est ce qui sera fait parce qu'il y a des maisons aujourd'hui qui sont construites sur le rail. Sur le rail. Et en ce moment-là, je crois que l'État sera prêt à indemniser tous ces, en tout cas toutes ces personnes-là. Parce que je ne peux pas comprendre que ces mêmes États qui acceptent de vendre de parcelles dans des espaces réservés pour le rail et autres, ces mêmes États reviennent pour casser ces maisons-là. Ça a été vendu des années passées. Oui, mais l'État est un. La continuité de la chose. Exactement. Donc l'État devra prendre ses responsabilités. Il devra prendre ses responsabilités pour éviter justement à tomber sur ces genres de projets. Moi, je crois que le Congo aujourd'hui, au-delà de nos appartenances politiques, nous devons nous battre pour construire ce que je peux appeler âme, ce que nous pouvons appeler un plan national, un plan un peu comme le plan Marshall. Parce que chaque régime qui arrive a tendance à créer ses propres projets, a tendance à créer ses initiatives. On n'est pas dans la continuité de la chose. Ça pose problème. Mais pourquoi cette situation? C'est justement parce que nous n'avons pas des partis politiques qui ont de vision claire, des partis politiques qui se battent autour des idées, mais nous avons des partis politiques et des leaders politiques qui se battent pour leurs intérêts individuels. Ce qui fait que lorsque j'arrive, je trouve Madame Noëlla, elle ne me plaît pas, l'idée qu'il amène, je sens que ça ne va pas profiter à moi directement, ma poche ne sera pas remplie, alors je mets de côté tout ce qui a intérêt national, tout ce qui peut profiter au peuple, je bypass, je néglige le projet, parce que moi je ne me suis pas parce que la tête de la personne, oui. La tête de la personne, les intérêts, voilà, n'ont pas permis à ce que ma poche soit remplie. C'est ça, malheureusement. Mais aujourd'hui, là, nous savons tous que la RDC, on a eu beaucoup de projets. On a vu même des autorités qui sont allées poser la première pierre, l'argent qui est sorti de la caisse de l'État, l'argent des contribuables congolais. Mais au finish, ces personnes partent. On n'a pas le projet fini, mais l'argent est sorti. Blanchard Mongomba, que faut-il faire aujourd'hui? Non, mais l'état de droit. Moi, j'entends, on nous chante ici l'état de droit, l'état de droit. Moi, je pensais qu'on allait commencer par poursuivre d'abord les gens qui nous ont imposé. Ben oui, regardez, aujourd'hui, pour voyager, vous êtes appelés à payer les GoPass, payer... Et à un moment, peut-être c'est Kimbuta, on payait ça. Il y avait une taxe là qu'on appelait Kimbuta. On nous a laissé entendre que c'était pour construire l'aérogare moderne, tout le terme qu'on a utilisé. Et il semblait même que l'argent que nous payons jusqu'à ces jours, c'est pour compenser l'argent bouffé, sorti et bouffé. Mais ces projets n'ont pas commencé. Jusqu'à ce jour, on a vu M. Kabila aller poser la première pierre là-bas. Ça, c'est très grave. Mais quand on nous chante l'état de droit... Un chef de l'État, un président de la République. Voilà. Donc ça, c'est un sérieux problème. Ça, c'est un sérieux problème. Il faudrait, si vraiment nous sommes... nous vivons l'état de droit, nous devons commencer par poursuivre ça, parce que moi, je ne peux pas comprendre que nous continuons à payer des GoPass, que nous continuons à payer tous ces taxes-là, sans que concrètement nous puissions voir ce qui s'est fait, alors qu'il y avait une promesse dans ce sens-là. J'ai vu tout récemment, mon aîné, José Makila, est passé
dans le Congo central, précisément à Banana, il a posé la question de savoir où était, en tout cas, où est-ce qu'on en était avec le projet Port de Banana. Il a trouvé la pierre et là, mais jusqu'à ces jours, rien du tout. Rien du tout. Je peux aller un peu plus loin. Moi, je vous ai parlé, j'ai séjourné au nord Ubangui, précisément en Guadeloupe. Je trouvais notamment le projet de construction d'une usine, d'une cimenterie. Ça s'est passé parce que c'était à l'époque de Maréchal Mobutu. Je trouvais même le projet. Depuis l'époque du Maréchal jusqu'à ces jours. Personne n'en parle. Mais finalement, c'est quelle histoire où nous voyons... Parce que j'ai entendu le véhicule ici. Je trouvais que dans la province du Nord Ubangui, précisément en Guadeloupe, les maréchals Mobutu a laissé un projet qui consistait à monter les jeeps Pajero. Mais qui en parle? Qui en parle? Il y a plusieurs projets comme ça. Donc, c'est pour vous dire que nous devons mettre un peu du sérieux dans tout ce que nous faisons. Mais là où ça inquiète aussi, lorsqu'on voit le président de la République s'élever, aller poser la première pierre, et au finish, il n'y a rien. Il y a un manque de sérieux. Quelle est l'image ou qu'est-ce que nous envoyons comme écho à l'extérieur? Parce que lorsque c'est le président qui arrive, la première pierre, on en parle dans tous les médias, et au finish... Non, on n'est pas sérieux. Il faut être... Est-ce que nous sommes conscients de l'image que nous donnons à l'extérieur? Nous sommes conscients, mais seulement les gens ont vendu, un peu comme les Quinois disent, hein, tout est qu'à Sony. Pourquoi? Parce que je veux me retrouver à tout prix. Je veux tirer les dividendes. Je veux... Pour cette histoire de rétrocession. Ah, mais c'est ça le grand problème. Et moi, je pense que tout ça commence au niveau des partis politiques. Nous devons commencer par exiger aux leaders politiques de mettre en place des partis politiques sérieux. Si nous n'avons pas de leaders politiques sérieux, si nous n'avons pas des partis politiques sérieux avec des idées bien conçues, bien planifiées, madame, nous allons continuer à décrier ce genre de situation. Et encore aujourd'hui, on a des Congolais qui sont dans les petits commerces, mais ils font face à des tracasseries. Et selon certaines personnes, je ne savez pas si vous avez aussi cette information, les expatriés ont plus de bénéfices et certaines exonérations par rapport aux nationaux. Ben, vous savez pourquoi? C'est justement parce que lorsque les étrangers arrivent, on leur exige un certain nombre en tout cas de ce que je peux appeler de pots de vin et autres. Ils s'organisent entre eux et ils payent, ce qui fait qu'on leur autorise, on leur donne ils ont plus d'avantages. Exactement. Les nationaux n'en ont pas, simplement parce que les nationaux connaissent que moi je peux pas. Si on me demande de vendre ici, je dois vendre, tout ce que je peux faire c'est de payer peut-être la patente, c'est de payer les taxes prévues, mais au-delà de ça, je ne peux pas faire autre chose. Mais les étrangers, lorsqu'ils arrivent, ils s'organisent, ils font tout ce qu'on leur demande et au-delà de ça, ils vont exploiter même dans d'autres secteurs. Ce qui fait que... Ils sont même dans les petits commerces. Dans le petit commerce. Moi, j'ai vu une dame thaïlandaise vendre le beignet. J'ai vu une dame thaïlandaise vendre le beignet. Je vois les Chinois vendre les aiguilles, tout ça. Donc, c'est un sérieux problème, madame. C'est là où nous nous disons, Nouvel Élan, entre-temps, il y a un ministre sectoriel. Hein. Oui, il y a un ministre, il y a un gouverneur, il y a un président de la République, il y a un premier ministre, personne n'en parle. Il y a des policiers. Les policiers se permettent d'aller traquer un receveur, traquer un petit qui vend de l'eau en sachet, mais il laisse tout ce monde-là faire tous ces zinzins. Donc, ça ne dérange personne. Donc, ici, moi, je pense que, madame, nous devons avoir un État responsable. L'État doit savoir quelle est sa part de responsabilité dans tout ce que nous décrions. Quels sont les mécanismes à mettre, je m'excuse, en place de manière à endiguer, à arrêter toutes ces, en tout cas ces manœuvres, tout ce que nous constatons qui ne marche pas avec l'intérêt de la République démocratique du Congo et de son peuple. Parlons un peu de la situation sécuritaire. C'est vrai qu'il y a un dossier, mais cette affaire avec les Kuluna dans la capitale de la République démocratique du Congo, votre analyse du phénomène Kuluna? Oui, ben, le phénomène Kuluna, c'est aussi un tout. Parce que premièrement, moi je commencerai par ce qui s'est fait au niveau de la police. Est-ce qu'aujourd'hui, le recrutement au niveau de la police s'est fait selon les normes? Qui sont ceux qui sont recrutés au niveau de la police? C'est ça, nous devons commencer à ces niveaux. Est-ce que les personnes qui sont recrutées parce que la police a pour mission de sécuriser les populations et leurs biens, est-ce que ceux qui sont recrutés là-bas sont des personnes de bonne moralité, sont des personnes capables à
assumer, à assurer ce rôle-là? Moi, je dis non. Parce que... Mais c'est parce que vous aussi, parents, vous ne voulez pas envoyer vos enfants. Mais, vous préférez les envoyer dans d'autres domaines que dans le domaine sécuritaire? Mais comment aussi, parce que vous en parlez, comment un parent peut envoyer son enfant à la police lorsqu'il sait qu'au niveau de la police, il n'y a pas un bon traitement, il n'y a pas un salaire décent, son enfant risque d'aller faire toute autre chose que tout ce que tout parent souhaite pour son enfant. Donc c'est ça la réalité. Ce qui fait que la police a tendance, lorsque vous regardez la réalité en face dans nos quartiers, la police a tendance à se confondre avec ces jeunes qui s'adonnent à ce genre de koulouna. Ce qui fait qu'on a du mal, l'État congolais a du mal à mettre un terme à cette situation parce qu'ils se connaissent. Et la police et les koulounas se connaissent. Ils parlent le même langage. Par moments, ils partagent même le même coin où ils vont se partager, en tout cas, un verre, les lotokos, tout ça. Donc, ils vont partager ensemble. Et ça, c'est un sérieux problème. L'État congolais doit prendre ses responsabilités en main. Par moments, ça fait très mal lorsque nous en parlons, mais c'est ça la réalité. La sécurité des Congolais de l'air bien. Ça pose un énorme problème, un sérieux problème. L'État doit se prendre en charge. Mais comment l'État va arriver à se prendre en charge? En commençant par trier les personnes censées faire partie de son appareil sécuritaire. On ne peut pas recruter n'importe qui à la police, on ne peut pas recruter n'importe qui dans l'armée. Et lorsque on vous recrute, on doit mettre à votre disposition les moyens nécessaires, non seulement pour exercer vos attributions, le rôle qui vous est imparti, mais surtout de vous permettre d'assurer la sécurité de votre famille, c'est-à-dire savoir nourrir, scolariser, répondre aux besoins familiaux. Si un policier n'arrive pas à nouer les deux bouts de moi, il a tendance à traquer les populations qu'il est censé protéger. Et c'est ça malheureusement la réalité. Or, pour traquer, par moment, nous constatons que les policiers se servent de ces jeunes koulounas. Ils se servent de ces jeunes koulounas pour se faire un peu d'argent derrière. Exactement. Ça, c'est la réalité. Et nous devons le dire pour nous permettre. Si nous le disons, ce n'est pas parce que nous voulons simplement nous moquer de cette police. Mais il y a Kanyamaka, c'est ça qui récupère quand même les koulounas. Non, mais quel pourcentage? Quel pourcentage? Comment est-ce que vous interprétez la situation vécue dernièrement? C'était un dimanche à Kinshasa lors du tournoi organisé par le ministre de la Jeunesse. Nouvelle citoyenneté et jeunesse, Yves Boukoulou. Moi, je crois que, encore que c'était un ministre national, ça a choqué les esprits, ça, parce que récemment, avant de parler de ces tournois du ministre, chez moi, à Yolo, j'ai vu, on a perdu un jeune comme ça, parce qu'il y avait un tournoi aussi, mais le jeune de la commune de Makala et ceux de Yolo se sont affrontés, et malheureusement, ça a donné mort d'homme, et la police était à côté parce qu'on a des sucettes un peu partout, mais malheureusement, en tout cas, la police n'était pas à même de pouvoir maîtriser cet affrontement. Et c'est la même chose. La police n'était pas à mesure? Ben, parce qu'il y a eu mort d'homme. Parce qu'il y a eu mort d'homme, ça veut dire que la police était incapable de donner la solution, de maîtriser les deux parties. Et malheureusement, c'est ça la réalité. Et ce qui est très grave, à Lingwala, devant un ministre censé être non seulement lui-même bien encadré, c'est vrai, lui, il s'en est sorti indemne, mais les paisibles citoyens, les populations qui étaient là, voilà. Donc, c'est pour vous dire, madame, il y a un sérieux problème de l'autorité de l'État. L'État doit travailler de manière à imposer son autorité. Ce que nous vivons, par exemple, dans la partie est de notre pays, c'est notamment la conséquence de ce que nous vivons ici à Kinshasa. Vous pensez que la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa est au-delà même des autorités policières? Ben oui, parce que lorsque on assiste à un affrontement entre deux quartiers et que la police n'arrive pas à maîtriser ses forces ou ses groupes, et malheureusement ça donne mort d'homme, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion? C'est que la police est incapable
La police doit revoir sa manière de faire. La police doit revoir, en tout cas, ses tactiques, de manière à mettre les paisibles citoyens dans la quiétude, dans les conditions. Parce que si la police n'arrive pas à jouer son rôle, je crois que nous allons continuer à dénoncer et nous allons continuer malheureusement à constater que la police est incapable et ça risquerait ce genre de situation à mener justement à ce que nous pouvons qualifier ou appeler ici guerre civile. Parce que lorsque moi je sens que vous attaquez à ma famille, vous attaquez... Vous allez réagir. Enfants, je serai tenté de réagir. Or, pour ne pas réagir, la police doit jouer son rôle de manière à apaiser les esprits pour que ces genres de tentations... Donc rétablir l'ordre public. Exactement. Madame, Monsieur, prenons à présent le troisième dossier de votre rendez-vous de la semaine Info 7. Il était question au cours de ce deuxième congrès extraordinaire de l'ADD Congo de faire le point sur la vie et l'avenir du parti ainsi que celui de la RDC. À son arrivée, le président national de cette formation politique, Prince Epenga, a été accueilli chaleureusement par les sympathisants et militants de ce parti. Après présentation des invités et membres de l'Action pour la démocratie et le développement au Congo, s'en est suivi la lecture. Le Congrès décide de renouveler le mandat de M. Prince Epenga Wemapoko à la présidence de l'Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo ainsi. Conformément, le Congrès, après analyses minutieuses, réaffirme son soutien à la candidature de M. Martin Fayulu Madidi. Dans son discours, Prince Epenga exige la mise en place d'un cadre d'échange entre la société civile, le camp de Félix Tshisekedi et celui de Martin Fayulu en vue des élections libres et transparentes au pays. Nous n'accepterons ni glissement, ni fraude en 2023. Seules les élections transparentes, démocratiques et crédibles intéressent l'action pour la démocratie et le développement au Congo. Pour ce faire, la ADD Congo exige un cadre d'échange rapide entre la société civile, les camps de M. Félix Tshilombo et les camps des vrais vainqueurs des élections de 2023. Le porte-parole du peuple est également revenu sur la situation qui prévaut actuellement à Kwamutu au Maïndombe. La DD Congo s'interroge que Kwamutu, une partie de la terre congolaise, où son président Prince Epenga a séjourné plusieurs fois, une terre de paix où coexister pacifiquement nos frères Yakaye Teke depuis des années. Les témoignages sont légion, puissent tout à coup connaître des luttes fratricides. Qu'est-ce qui se passe-t-il? D'où vient cette animosité? Certainement, il y aurait eu de la manipulation politique. Au-delà, nous soupçonnons qu'il y aurait eu une main noire. A noter également que le congrès extraordinaire de l'ADD Congo exige également la levée immédiate de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces avocats des Zoé Kabila ont soutenu que la résidence Kerele a quitté les domaines privés de l'État depuis 1989. Cette parcelle était attribuée à l'auditeur général Kundo, son nom complet, Kundo Nkwankeli Makutu. Notre auditeur général, Kundo, a signé un contrat de cession avec la République du Zaïre à l'époque. Et ce contrat lui a permis d'avoir le certificat d'enregistrement. Et à la suite, l'auditeur Kundo a vendu en 2004 à un certain monsieur Hypothé Joachim. Monsieur Hypothé Joachim, à son tour, va vendre cette parcelle à la société Kocha Investment SARL. Aujourd'hui, la société Katanga Premier, où Zoé Kabila est actionnaire, a son certificat d'enregistrement obtenu en bonne et due forme en 2021. C'est Katanga Premier SARL qui est propriétaire de la parcelle, qui est concessionnaire, qui a le certificat d'enregistrement
sur cette parcelle, en bonne et due forme. Là-dedans, il y a un associé qui s'appelle Zoé Kabila. Pour ces avocats, le déguerpissement des Zoé Kabila de cette résidence est illégal. Comme vous l'avez constaté, il s'agit là d'un déguerpissement manifestement illégal. Manifestement illégal, puisqu'on n'a pas respecté la procédure. C'est une histoire qui a été boutiquée depuis longtemps d'une façon assez irrégulière. Pour l'instant, ils sont sur des actions judiciaires afin de permettre à la justice de rétablir leurs clients dans ses droits. Déguerpissement de Zoé Kabila, petit jeune frère de Joseph Kabila Kabange. Blanchard Mongomba, est-ce un acharnement? Je crois que, en droit, nous disons que les lois sont faites pour être violées. Et ici, si effectivement, messieurs Zoé Kabila a spolié, a occupé une maison dans laquelle il n'en avait pas le droit, je crois que la justice, une justice indépendante, devra faire son travail. Et je pense que on a suivi ces avocats. Ils ont clairement dit que à ces stades, ils sont au niveau de la justice et laissons la justice faire son travail. Mais tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est justement que cette justice puisse travailler en toute indépendance, sans qu'il y ait interférence, de manière à s'assurer, de manière à avoir justement la vérité, l'éclairage par rapport à... Et déjà au sein de son parti politique, sa famille politique parle d'un acharnement. C'est normal parce que c'est un acteur politique, mais le plus important, c'est que la justice fasse son travail, mais surtout de manière indépendante, parce qu'on ne peut pas aussi accepter, si jamais cette maison a été spoliée, que la vérité ne soit pas dite simplement parce que monsieur serait ou est membre d'un quelconque parti politique. Donc nous qui, en tout cas, nous nous battons pour l'état de droit, cet état de droit qui doit être égal pour tous, pour tout le monde, nous exigeons, nous voulons que la justice soit indépendante, qu'elle fasse son travail de manière, en tout cas, libre, de manière aussi à permettre à ce que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Si c'est M. Zoé qui serait victime, je crois que la justice devra établir la vérité et le ramener dans ses droits. Si M. Zoé est un bourreau et que la victime c'est une autre personne, je crois que la justice va devoir nous éclairer par rapport à cette question. Il y a certaines personnes qui affirment que le régime de Kabila a pris plusieurs biens de l'État. Est-ce que vous, en tant que politicien, vous êtes d'accord avec ces voix? Non, mais ça, je ne peux pas douter. Je ne peux pas douter parce que c'est de la même façon que le régime actuel est en train de faire. Ah, le régime de Tshisekedi. Bien évidemment, parce que vous savez, nous parlons de démocratie parce que nous sommes des démocrates, c'est parce que nous voulons qu'il y ait la démocratie. Mais en réalité, tous les régimes qui se succèdent dans notre pays n'ont pas cette volonté-là de voir la démocratie s'enraciner, la démocratie être vécue dans notre pays parce que pour la plupart sont des dictateurs en eux-mêmes. Vous connaissez quelques membres ou proches de Félix Tshisekedi qui sont en train de spolier les biens de l'État? Il y a plusieurs cas. Je ne suis pas ici pour citer les noms de gens. Mais non, mais ne faites pas des affirmations gratuites. Si vous avez des cas, vous pouvez nous citer même un seul cas. Non, mais moi je peux vous citer des cas, mais seulement je dis que je ne peux pas citer les dossiers qui sont pendants devant la justice. Mais nous connaissons plusieurs dossiers au niveau de la justice. Moi je suis avocat, je vous parle en connaissance de cause. Il y a de conflits parcellaires dans lequel on reproche aux proches notamment du président et de M. Chilombo qu'ils auraient ravi tel ou tel autre. Mais ici, je ne peux pas le faire parce que c'est un dossier, ce sont des dossiers qui sont pendant au niveau de la justice. Mais du moins, je vous confirme qu'il y a ces cas. On l'a vécu à l'époque de M. Kabila. Nous sommes en train de les vivre actuellement. Et finalement, pourquoi ça arrive comme ça? C'est ce que je vous ai dit, madame. Le problème, c'est que les gens veulent utiliser le pouvoir pour s'enrichir. Les gens veulent utiliser le pouvoir pour régler les comptes aux autres. Mais tu sais qu'il lutte contre la corruption, non? Ça, c'est ce qui s'est dit. Ce n'est pas peut-être la réalité de ce qui est vécu, de ce que nous vivons. Parlons de vos relations avec la Mouka. Est-ce que vous êtes toujours dans la Mouka Nouvel Élan? Je suis membre du parti
dont le leader et les coordonnateurs de la coalition Lamuka. Et les leaders, c'est Adolphe Muzito. Leader Adolphe Muzito, qui est coordonnateur actuel de Lamuka. Exactement. Mais pourquoi on ne le voit plus depuis un temps à côté de Martin Fayulu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement les relations sont au beau fixe? Il n'est pas obligé d'être aux côtés de Martin Fayulu, selon que... Mais il y a quelques mois qu'on le voyait à tout moment avec Martin Fayulu. Quand il avait les temps, il était toujours là. Quand Martin Fayulu avait les temps, il était toujours aux côtés d'Adolphe Muzito. Mais maintenant que nous approchons aussi vers les élections, chaque leader est obligé d'armer, de préparer ses arrières, de préparer son parti politique, sa base, de manière à peser lors des échéances à venir. Donc je crois que Adolphe Muzito, comme un leader, il est dans les contacts, il est dans le travail interne pour peser dans la balance, pour être en tout cas ces candidats qui va présenter un programme acceptable devant le peuple. Mais cela ne peut pas empêcher à ce qu'il soit membre du présidium de Lamuka, comme d'autant que son frère Martin Fayulu. Donc ils sont ensemble dans le cadre de Lamuka et le travail continue. Blanchard Mongomba, certainement que vous voulez voiler le visage ici, mais l'histoire quand même nous dit que Martin Fayulu et Adolphe Muzito étaient toujours ensemble, hein. Même lorsqu'ils faisaient des sorties médiatiques quand l'autre n'est pas là, l'un ne s'empêchait pas de citer le nom de l'autre, mais depuis un temps, ce n'est plus le cas. On a même vu Martin Fayulu qui a rencontré Matata Mpogno, je pense 2 fois si je ne me trompe pas, et Muzito brille toujours par son absence. Il est maintenant membre de l'Union Sacrée de la Nation, comme on l'entend dire? Non, je crois que Adolphe Muzito, c'est un leader d'un parti politique, comme je l'ai dit. Et la convention de Lamuka n'exclut pas le fait que chaque leader, chaque parti politique puisse nouer de contacts, encore que si ces contacts n'enfreignent pas ou ne violent pas les conventions de Lamuka, puisque vous aviez parlé des Matata Mpogno, donc Martin Fayulu est libre de contacter qui il veut dans le cadre de son parti politique, qu'est décidé. Mais lorsqu'il s'agit de parler Lamuka, en ce moment-là, ça se parle au niveau du présidium, parce qu'à ces jours, ils sont 2 membres du présidium. Donc, si vous aviez vu ces contacts-là, il faut l'inscrire, il faut l'aligner dans le cadre de contacts de Martin Fayulu en tant que leader de l'ECD. Ce qui n'est pas à confondre avec Martin Fayulu comme leader de Lamuka, parce qu'aujourd'hui, Lamuka, il faut dire que c'est une plateforme de résistance, une plateforme politique de résistance. Est-ce que vous faites réellement la résistance? Vous voulez que nous puissions casser pour savoir que nous sommes dans la résistance? À quand remonte la dernière sortie médiatique de Lamuka? Bon, je crois que je n'ai pas les dates ici, mais je peux ici vous affirmer que moi, en tant que délégué du coordonnateur de la coalition Lamuka dans la cellule politique, je suis en train de présider les travaux de la cellule politique. Et la dernière réunion, c'était quand? C'était, si je ne m'abuse, le jeudi passé. Et nous allons nous retrouver une fois de plus le mercredi pour que nous puissions, parce que la cellule politique est pratiquement le 2e organe de la coalition Lamuka qui prépare le dossier technique à soumettre aux membres du présidium. Et lorsque nous allons clôturer les travaux au niveau de la cellule politique, nous allons soumettre aux membres du présidium de manière à couler, de manière à préparer peut-être un communiqué final par rapport à la situation de la plateforme, mais aussi peut-être de la marche du pays. Lors d'une sortie médiatique, c'était un point de presse, Martin Fayulu a traité un politique de Bololé. Et dans la toile, on parlait plus d'Adolphe Muzito. Pourquoi c'était seulement lui alors qu'il y a beaucoup de politiciens? Je crois qu'il n'y a aucun cadre de Lamuka qui est passé pour revendiquer, pour s'offusquer. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, nous, au niveau de Nouvel Élan, nous n'avions pas pris position par rapport à ce que vous reprochez d'avoir, au président Martin Fayulu, d'avoir traité un leader des Bololé. Donc ça n'engage que vous et peut-être lui-même, le président Martin. Il a les détails par rapport à ça. Mais nous, Nouvel Élan, ça ne nous a pas dérangé et nous continuons notre chemin. L'opinion congolaise constate que depuis un temps, le tweet de Adolphe Muzito à l'endroit du régime Tshisekedi sont de plus en plus très doux, hein, contrairement à ce qu'on voyait
juste au lendemain de l'accession de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Pourquoi ces changements brusques? Non, moi je crois que les gens doivent faire la part de choses. Puisque vous parlez de ces tweets, je pense que vous voulez faire allusion ici à ce que... pas un tweet, pas deux, mais plusieurs tweets. Non, comme quel cas? Comme quel cas? Parce que je vous ai dit, Adolphe Mozito est dans la résistance. C'est vrai que la résistance que nous faisons en République démocratique du Congo n'est pas une résistance armée, c'est une résistance pacifique, ce qui fait qu'il ne faudrait pas attendre à ce que nous puissions brûler, nous puissions casser pour constater... Non, mais ce n'était pas le cas avant. Hein. Ben oui, c'est ce qu'on a toujours fait. Mais si vous voulez, par contre, me dire que Adolphe Mozito a reconnu le fait que le recette de l'État a augmenté, par exemple, je vous dirais que ça reste dans la ligne droite de notre parti politique, parce qu'au sein de Nouvel Élan, nous ne concevons pas la politique selon qu'il faut passer, dire tout de noir par rapport à votre adversaire. Lorsque on sent que l'adversaire politique pose un acte qui profite directement à notre peuple, encore que cet acte n'est pas le fruit de sa politique publique, mais plutôt le fruit de la volonté du peuple, nous devons le reconnaître pour encourager le peuple à aller de l'avant. Et au même moment que nous reconnaissons pour encourager le peuple d'aller de l'avant, nous poussons aussi ceux qui sont censés gérer ces recettes-là à bien gérer ces recettes, parce qu'il ne s'agit pas de leur argent, mais il s'agit plutôt de l'argent du contribuable, c'est-à-dire l'argent du peuple. N'est-ce pas que Adolphe Mozito, au-delà du fait qu'il a reconnu qu'il y avait augmentation de recettes de l'État et non du gouvernement, il a exigé à ce qu'il y ait un budget consolidé, il a exigé à ce que le Parlement fasse le travail au niveau de ces budgets de manière à nous montrer c'est à quoi cet argent, ces bonus allaient servir pour... Mais certains observateurs confirment un rapprochement entre Mozito et le régime de Tshisekedi et l'union sacrée de la nation. Heureusement que vous-même vous parlez au conditionnel, donc nous... Oui, mais vous êtes là pour nous donner la vraie information. C'est comme ça que je dis, nous reconnaissons le droit de toute personne de se tromper. Nous reconnaissons le droit de toute personne de dire ce qu'il pense. Encore que cela ne nous engage pas directement, vous n'aviez jamais vu ni Adolphe Mozito, ni moi qui suis secrétaire général, moi encore un des communicants de mon parti politique, prendre une telle position selon que nous soutenons le régime. Je crois que... Et si c'est le cas demain ou après-demain, ça peut arriver? On peut quand même s'attendre à ça? Attendons alors ces moments. Mais maintenant que le moment n'est pas encore arrivé, donc nous sommes La question n'est pas sur la table chez vous? Pas du tout. Vous êtes sûr? Ben, c'est quand même la deuxième personnalité du parti Nouvel Élan qui vous parle. Merci beaucoup, madame, messieurs. Qu'est-ce qui se passe à Kwamotou, dans ce coin du pays, de la RDC, en sécurité? On parle même de mort d'homme. On en parle juste après ce dossier. La Commission électorale nationale indépendante est sur le point de valider la cartographie des centres d'inscription pour le renouvellement des électeurs après avoir déployé 9000 préposés à travers le pays. Quels sont les contours de ces différentes activités qui ouvrent la voie au scrutin proprement dit prévu en 2023? De plus amples détails sont donnés ici par les directeurs des opérations de la CENI. Nous sommes en train de préparer notre 4e cycle électoral. Pour chaque cycle électoral, nous apprêtons le fichier électoral. C'est le fichier qui nous permet d'avoir aussi bien les noms des électeurs, leurs adresses, que le nombre d'électeurs. Après la révision du fichier électoral, après le nettoyage de notre centre d'inscription, nous aurons la répartition des sièges, qui va à l'annexe de la loi portant répartition des sièges, que le Parlement devra adopter. Et nous avons au même moment le nombre de bureaux de vote, parce que chaque centre d'inscription va générer un certain nombre de bureaux de vote, selon le nombre d'électeurs que les centres d'inscription avaient reçus. Si le centre d'inscription avait reçu, disons, 3600 électeurs, ça peut faire 5 à 6 bureaux. Ça, c'est une dimension quantitative pour moi qui suis dans mon bureau. Joseph Senda a par ailleurs renseigné que, à partir de cet instant, les centres d'inscription seront connus et il sera ensuite question de déterminer exactement les locaux qui devront être affectés au scrutin. Du point de vue judiciaire, nous
ébahi, stupéfié, dépassé et perdu de constater avec amertume que le complot national contre les Maïndombe a éteint la machine judiciaire jusqu'à exposer les magistrats qui ont jeté l'éponge en quittant librement la province qui est actuellement à la merci des commandants des commissariats et sous-commissariats de la police nationale congolaise qui font leurs lois aisément. Cette légèreté gravissime de la justice dans les Maïndombe expose la population à l'insécurité notoire et a occasionné la naissance d'innombrables groupes insurrectionnels dans cette province, sachant que la justice est inexistante et aucun d'eux n'est inquiété outre mesure par les services, autant dire l'absence de l'autorité de l'État dans notre chair. Trop, c'est trop. Ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est la situation sécuritaire qui détériore du jour au jour dans cette partie de la République démocratique, causant les meurtres, blessés, viols, déplacés et énormes pertes matérielles. Au président de la République, chef de l'État, de dissoudre pour remanier le plus tôt possible le gouvernement misanthropique dit de Warrior, qui a montré son incompétence et ses limites dans le traitement des dossiers sensibles et dans son fonctionnement. De tenir compte de nos désirata en nous remettant à nos droits constitutionnels d'avoir des représentants au gouvernement central, au risque de nous prendre en charge. Aux autorités policières et militaires de rétablir l'ordre et la paix le plus tôt possible dans le Kwamuntu avant qu'il ne soit tard. À la population, aux Maïndombiens et aux Maïndombophiles, de rester vigilants, de dénoncer tout complot et de ne pas céder à la manipulation politicienne ni aux intimidations d'où qu'elles proviennent et surtout de consolider la cohésion, l'unité et la paix afin d'assurer le développement durable de notre province. Awa Kinshasa tolongwa misala ezate ba misusu bakulu na balongwa Kinshasa ba mipesa na bango na misala zamba. Awa siko ya boye. Bozo luka eloko nini? Parce que makambo ebanda depuis 5e mois, l'état azora solution te. Ebanda ina se ezoko matamale malembe tindenge yoko kuta biso. Donc Bilbembe ba blessé donc n'en parlons. Siko ya boye tokolo basisu nini? Hein? Kasi boka mobimba babomi mutu akokunda bino azate bopolika bongo batumbi na bandako mokonzi tozo souffrir touti na mabele kwa mutu kuna eza ya kobeba mutu azoya kobima na kati ya mboka azoya na nzete abwaki likolo ekomi munduki bazoboma biso lokola bataba tozo sundola biloko na kati ya zamba civil azokoma soda azotambola na munduki bazoboma biso tozo souffrir makasi tozo tambola na nzela ya bandundu makolo bokazo ezate na bana mike tozo souffrir face à boye vraiment ezanga sous antenne ya Mongata na réceptionner batu baoti na machambio to na Kwango na Kwamutu banda to banda ki opération 2 jours passés tilelo toza na 443 personnes 443 personnes plus 10 enfants à part ça nayebi ki bato bazo bakisa makaka non c'est un gouvernement congolaise na ba kontina biso mboka na oyo bango so bayebi wana ba biso so fort parce que déjà ezo senga to koma kuna biso moko pour me dire citation est un peu ezo bakisa makaka. Assemblée nationale, merci pour la présence de l'Assemblée nationale. Président Mbosso, merci. Ce qui est thème, mais nous avons fait dans la tilelo. Tous les rapports na yo, mais tous les gouvernements peuvent aider biso. Ba raviter biso parce que les alliés, ba to faut balongwa. Ce ba to balongwa te. Tous les problèmes kassia wa nakata Mongata. Blanchard Mongomba, votre parti Nouvel Élan est partant pour un dialogue.
Le dialogue, pourquoi faire? Oui, si aujourd'hui on appelle à un dialogue pour parler RDC, parler élection. Non, ben, le parti politique Nouvel Élan, c'est un parti démocratique, ce qui fait que nous, pour échanger, pour discuter, ça ne nous a jamais dérangé. Mais le dialogue, puisque lorsque on parle dialogue, le Congolais ont tendance à faire allusion au partage de pouvoir, ça nous disons non. Parce qu'aujourd'hui, nous reprochons l'illégitimité à ceux qui sont aujourd'hui à la tête des institutions. Nous estimons qu'il faut respecter le délai constitutionnel pour l'organisation des élections, de manière à donner à notre peuple la possibilité de aller se choisir librement, de manière démocratique et transparente, ces dirigeants qui vont devoir conduire le pays dans les jours à venir. Mais s'il faut dialoguer, par exemple, pour améliorer la loi électorale qui a été promulguée avec des termes non conformes et les termes qui ne garantissent pas la transparence aux prochaines élections. Là, c'est selon vous, hein? Selon Nouvel Élan, ça ne garantit pas la transparence. Oui, mais parce qu'on veut souhaiter, le peuple voulait par exemple qu'il y ait publication de résultats bureau par bureau. Ça n'a pas été retenu. Il y a plusieurs questions qui continuent encore à mettre mal à l'aise, qui continuent à faire croire que les élections de 2023 ne seront pas de bonnes élections, selon que nous les souhaitons libres, démocratiques et transparentes. Mais on parle de la meilleure loi que la RDC n'a jamais eue. Il n'existe pas de meilleure loi si cette loi ne rencontre pas les attentes, la demande, la volonté de notre peuple. Si vous pensez que cette loi est une meilleure parce que vous êtes satisfait à votre niveau, tant mieux. Mais quelle est la réaction du peuple? Est-ce que le peuple... Mais l'unanimité aussi n'existe pas. Bien évidemment, l'unanimité n'existe pas, mais il existe au moins une opinion censée être protégée. Parce que c'est le peuple qui vote. C'est son... Est-ce que vous avez des statistiques qui prouvent que réellement le peuple congolais n'est pas d'accord avec cette loi? Non, mais la majorité, parce que ceux qui ont voté cette loi, se retrouvent... La représentation nationale qui représente le peuple. Une représentation nationale qui ne fait pas l'unanimité, selon que cette représentation... Et puis c'est la majorité qui avait voté. Quelle majorité? Une majorité fabriquée en cours de législature. Parce que s'il faut parler de la majorité, puisque vous en parlez, ben, la majorité c'était les FCC. Et l'union dite sacrée, aujourd'hui, l'union dite sacrée, hier le cash était dans l'opposition. Mais par quel mécanisme, aujourd'hui, le cash devenu union dite sacrée se retrouve dans la majorité? Est-ce qu'ils étaient allés aux élections? Mais le cash l'a aussi géré, non? Ils ont accepté de faire une union pour cash FCC pour gérer. Non, mais ça c'est un coup d'État constitutionnel. Parce que c'est le peuple qui décide de l'orientation qu'il veut donner aux institutions. Il peut décider que le Nouvel Élan va avoir la majorité et l'UDPS doit avoir la minorité. Mais si en cours de législature, vous changez la volonté du peuple, selon que vous prenez l'UDPS, vous le présentez comme le parti majoritaire et le Nouvel Élan parti minoritaire, par conséquent dans l'opposition, ça vous détournez la volonté du peuple et c'est ce qui s'est passé avec l'union dite sacrée. Donc, moi, ici, je continue à croire que notre peuple qui est majoritaire, qui soutient la position de résistant que nous sommes, notre peuple qui est ensemble avec nous, qui n'est pas d'accord avec cette loi électorale et la manière dont les choses se sont passées au niveau de cette assemblée qui, d'ailleurs, régorge la plupart des non-élus. Le peuple ne soutient pas cette démarche-là. Voilà pourquoi nous nous disons que nous devons nous ressaisir. Il est grand temps pour que nous puissions corriger en tout cas tout ce qui met mal à l'aise ces processus de manière à baliser le chemin pour de bonnes élections, pour des élections où le résultat qui seront acceptés. Ne préparons pas la contestation de maintenant. Situation sécuritaire, vous étiez certainement à Kwamoto, vous êtes certainement passé par là dans le cadre de vos activités, les activités de votre parti politique. On accuse aujourd'hui les opposants d'être à la base de cette situation qui divise deux communautés. Quels sont les faits qui poussent ceux-là, qui poussent l'opposition, entre guillemets, d'être à la base de cette situation sécuritaire dans le Mai-Ndombe? Ils n'ont pas avancé de fait. Mais ici, moi, je peux
Vous étiez là, dites-nous concrètement qu'est-ce qui se passe et à quand se remonte ces conflits. Sincèrement, je dois dire que je n'ai pas foulé mes pieds à Kwamouth, mais du moins la base, mon parti politique, les amis qui sont là, essayent quand même de nous informer. Et partant de ces informations, partant de ces éléments, moi je constate d'abord que les Téké et les Yaka et en tout cas les Téké, je crois, ils ont toujours cohabité. Ensemble depuis des années. Depuis des années. Et qu'est-ce qui fait que c'est seulement maintenant que cette situation peut s'empirer de manière à pousser les gens à s'entretuer? Moi, je me dis certainement qu'il y a une main noire, certainement. On parlait des opposants. Des opposants, mais ou de les vos opposants, intérêts politiques. Si ce sont les opposants, mais qu'on nous cite ces opposants et qu'ils passent devant la barre, devant le juge pour être entendus. Parce que n'oubliez pas que ceux qui accusent les opposants, sûrement ce sont les gens qui sont au pouvoir. Mais puisqu'ils sont au pouvoir, ils ont toutes les manettes. Ils ont et la police, et la justice, et l'armée, et les services de sécurité pour traquer, pour savoir réellement ce qui se passe là-bas. C'est plutôt à eux de nous dire, parce que s'ils sont incapables de nous dire concrètement ce qui se passe là-bas et quels sont les mécanismes à mettre en place pour endiguer, pour arrêter cette situation, eh bien, nous serons tentés de les soupçonner plutôt eux. Parce que, au-delà de cette question, madame, moi je veux me poser une question. Laquelle? Pourquoi toujours à la veille des élections, nous remarquons qu'il y a des poches d'insécurité dans tel ou tel autre coin de la République? En 2018, rappelez-vous qu'à la veille des élections, il y a eu pratiquement la même chose dans cette même partie. Et d'ailleurs, nos amis de cette même partie n'ont pas voté parce qu'il y avait insécurité dans cette partie. Nos amis de Beni et Butembo, c'était pareil. Bon, chez eux, là-bas, Katanga aussi, ils se sont aussi réveillés. C'est toujours la veille des élections, c'est toujours la veille des élections. Mais selon les informations que vous avez eues de votre base, quelle est l'analyse ou comment est-ce que vous voyez cette situation? Il y a une manipulation. Et la manipulation ici, c'est politique, ce sont des politiques. Bien évidemment des politiques qui veulent tirer le rideau de part et d'autre de manière à se faire entendre. Mais nous disons que cette politique de faire tuer nos compatriotes pour se taper des postes... On a l'impression que la vie humaine n'a plus du prix en RDC, bien que la Constitution consacre la vie. Malheureusement, pour ceux qui pensent que la politique est une profession, on doit mourir en politique, on doit mourir... Oui, ce sont ces genres de politiciens qui s'adonnent à ces genres de pratiques, qui s'adonnent à ces genres de actes, faire périr les personnes humaines pour se taper un poste, pour se taper, je ne sais pas moi, un siège. Et c'est ça, malheureusement. D'où la nécessité pour notre peuple de savoir se choisir aussi les dirigeants politiques. Les partis politiques, les gens ne doivent pas se servir de partis politiques comme de tremplin uniquement pour se faire de l'argent. Les partis politiques doivent être des machines à idées. Nous devons plutôt produire les idées et ces idées doivent bénéficier, doivent profiter à l'ensemble de notre peuple. Ça ne doit pas bénéficier aux individus, mais plutôt à l'intérêt général toute la population congolaise. Exactement. Madame, Messieurs, place au dernier dossier de votre rétrospective de la semaine. C'est un camp militaire de la MONUSCO quasiment désert et abandonné par les casques bleus depuis lundi 22 août dernier. Dans ces tentes érigées sur ces sites, dans la ville de Butembo, au Nord Kivu, certains effets ont été abandonnés. Aucun élément de la MONUSCO n'est visible. Bref, c'est les silences radio qui s'y observent. Les casques bleus ont quitté leur camp au lendemain du communiqué de l'autorité urbaine instituant un programme de retrait des troupes de la mission onusienne suite à la demande de la population. Nous venons de parcourir certaines tentes ici sur place. Nous constatons que personne n'y est. Donc, les éléments de la MONUSCO qui étaient ici sur place sont allés. Et le soir d'hier, la MONUSCO est réellement partie. Et nous, présentement, nous venons de constater qu'il n'y a personne, cadre de la MONUSCO. Et pendant ce temps, nous encourageons quand même la population à avoir la confiance aux autorités locales parce que cette voix de la population a été acceptée et écoutée. Comme les démontrent ces images, les éléments de la MONUSCO ont bel et bien quitté leur camp de Butembo. La voix de la population a été certainement entendue par les autorités locales.
Ça aura été une mission accomplie pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant pour ce voyage effectué à Moscou. Au-delà de sa participation active à la conférence sur la sécurité internationale, le docteur Gilbert Kabanda a également sur place rencontré plusieurs personnalités de haut rang russe. C'est le cas du vice-ministre russe de la Défense nationale. Les deux personnalités ont à ce sujet eu des échanges fructueux. Le patron de la défense nationale congolaise a martelé en face de son hôte, le général Alexander Fomin, l'un des décideurs clés au sein du gouvernement de la Fédération de Russie, la vision du gouvernement de la RDC sur les enjeux géopolitiques de l'heure, à savoir le non-alignement strict par rapport aux superpuissances, la non-ingérence et la non-interférence dans les affaires intérieures des uns et des autres. Tout en rappelant l'accord qui existe entre la Russie et la RDC, Gilbert Kabanda, en rapport avec la situation qui sévit dans la partie est de son pays, a sollicité et obtenu du vice-ministre russe de la Défense la disponibilité du pays de Vladimir Poutine de fournir à la RDC des équipements et matériels militaires modernes performants. Auparavant, cette question avait déjà fait l'objet d'une rencontre entre le numéro 1 de la défense nationale congolaise et le directeur régional russe de la coopération. Во-первых, мы выступаем за то, чтобы все военные конфликты на африканском континенте как можно быстрее прекратились. Nous sommes là, c'est pour quand même aider les pays africains que toutes ces guerres finissent. On voit les pays africains, c'est comme nos partenaires durables. Il y avait le forum Russie-Afrique il y a cela 2 ans et dans très bientôt, on va encore organiser ces forums. Et on est en train de préparer et nous restons pas bras croisés. Nous sommes là pour aider l'Afrique. Ici, il est noté que concernant cet appui militaire russe aux forces armées congolaises, il en reste qu'à fixer les modalités pratiques de fourniture de ces matériels dans un meilleur délai à convenir. Madame, Messieurs, cette information qui vient de nous parvenir, le magistrat Mwamba, premier substitut au parquet de grande instance de la Gombe, a placé sous mandat provisoire sur ordre du nouveau procureur général de Gombe, Robert Kumbu. Le prévenu avait déjà été arrêté l'année dernière, il était même envoyé en prison. Blanchard Mongomba, c'est pas quand même une preuve de la volonté de nouvelles autorités judiciaires nommées par le président de la République qui sont vraiment déterminées à s'inscrire dans la logique de Félix Tshisekedi pour un état de droit? Je crois que les magistrats ont toujours montré la compétence, la bonne foi, la volonté de vouloir faire les choses dans le sens de donner une voix, une notoriété, une place à notre justice, mais malheureusement, ils n'ont pas, en tout cas... les mains libres, comme on le dit souvent par certaines personnes. Mais en réalité, ils n'ont pas tous les moyens leurs actions, parce que pour avoir une justice indépendante, pour permettre à ces juges de faire montre de leur probité, de leur capacité, de leurs compétences et autres, il faut nécessairement commencer par le plan au niveau du budget. Déjà, s'il n'y a pas une enveloppe conséquente pour permettre à ces juges de vivre aisément, je pense que le problème se pose déjà. Donc, c'est une recommandation que vous êtes en train de faire au gouvernement, d'allouer un budget conséquent. Ils peuvent le prendre aussi sous forme de recommandation parce que d'ailleurs, au niveau de mon parti politique, le Nouvel Élan, nous en faisons pratiquement notre cheval de bataille. C'est qu'il faudrait travailler dans le sens d'allouer un budget, une enveloppe conséquente à nos magistrats, de manière à donner à ce dernier la capacité, le pouvoir de travailler en toute indépendance. Parce que si le pouvoir judiciaire n'a pas son indépendance, eh bien, ils seront paupérisés, ils seront chosifiés. Ils feront toujours face à la corruption. À la corruption, peut-être pas forcément, mais surtout, ils seront soumis au diktat du pouvoir exécutif. Donc, nous avons le pouvoir traditionnel, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir, en tout cas, législatif, mais nous devons faire en sorte que cette séparation soit réelle
en allouant une enveloppe conséquente à chaque pouvoir de manière à donner l'occasion à son indépendance, à donner l'occasion à ses pouvoirs de travailler en toute quiétude sans dépendre d'un autre pouvoir. Oui. Revenons sur l'insécurité en République démocratique du Congo, notamment dans l'Est et puis dans le Mai-Ndombe. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que le gouvernement en place a montré ses limites et il demande au président de la République de remanier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Non, ben moi je pense qu'ici, il ne s'agit pas seulement du gouvernement, il s'agit de tout un régime. Parce que la Constitution donne de recommandations à ces régimes, à chaque pouvoir. Lorsque vous arrivez au pouvoir, vous devez vous assurer que dans votre vision, dans votre programme, vous avez bien ficelé les programmes selon que vous allez assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. C'est-à-dire tout ce qui englobe la souveraineté, vous allez assurer la sécurité des frontières et autres. Vous devez vous assurer que sur le plan économique, vous allez permettre aux populations de bien nouer les deux bouts de mois sur le plan social notamment. Vous devez vous assurer que sur le plan diplomatique, vous allez peser dans la balance et ça fait partie de la souveraineté extérieure de notre pays. Mais déjà, si on sent que non seulement à l'Est, on est menacé, on est tué comme... Mais là, c'est une guerre qui date de très longtemps, il ne faut pas en vouloir au régime. Ben, si là, c'est une guerre qui date de très longtemps, et dans le Mai-Ndombe, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre un terme le plus tôt? Donc l'État est en train... Et puis dans les Mai-Ndombe, vous avez suivi ces riverains qui parlent même d'un conflit qui date depuis 5 mois et que le gouvernement n'arrivait pas toujours à faire quelque chose. Seulement 5 mois. Et puisque nous parlons de Mai-Ndombe, et si on parlait de Kinshasa, les Kuluna, donc c'est pour vous dire que c'est un problème qui est général, c'est un problème qui nécessite à ce que l'autorité se pose de questions sur son existence, que l'autorité de l'État essaye de revoir un peu ces mécanismes pour exister réellement. Parce que si vous n'existez pas réellement, je l'ai dit ici à l'entame, c'est que le peuple sera tenté de se lancer dans une sorte de guerre civile pour se défendre. Pourtant, nous ne sommes plus à cette époque de la loi du talion. Donc l'État doit jouer son rôle. Si l'État ne joue pas son rôle, les gens vont devoir aller au-delà de ce qui est prévu, ce qui n'est pas normal, ce que nous n'encourageons pas. La situation sécuritaire dans l'Est du pays, de plus en plus, c'est vrai qu'il y a des voies diplomatiques, mais depuis un temps, on voit autour d'une table des membres de la Russie et puis la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie, qui se montre prête à donner des armes à la RDC, est-ce que la RDC doit répondre favorablement à cette demande? Moi, je crois que la RDC doit commencer par réformer, comme nous l'avions dit, son armée, doit commencer par mettre un budget, un moyen conséquent, parce qu'au niveau de mon parti politique, on l'a dit et on ne le dira jamais assez, c'est que lorsque nous n'avions pas un budget conséquent, même pour s'acheter ces armes, ça sera un sérieux problème. Donc nous devons commencer par lever l'option, c'est là que nous devons disponibiliser une enveloppe de 1 milliard minimum, nous l'avions dit, pour permettre non seulement à ces militaires d'être bien pris en charge, c'est-à-dire un salaire de prime, mais également mettre une enveloppe pour le fonctionnement de l'armée, mais aussi nous permettre de nous procurer justement les armes, les munitions. Mais maintenant qu'ils sont en contact avec ces qui pensent la Russie pour nous disponibiliser ces armes à notre, en tout cas pour l'intérêt des Congolais, c'est une très bonne chose, mais encore que nous puissions montrer que nous sommes responsables, nous sommes capables, parce que de l'autre côté, les Nations Unies nous regardent aussi. Parce qu'on nous a demandé de certifier tout ce qui va entrer ici en termes de munitions, en termes d'armes, parce que on le sait, les experts des Nations Unies l'ont dit que lorsque les armes entrent ici, généralement, on se rend compte que ça va servir nos adversaires, ça sert aux rebelles. Entre-temps, Kagame est prêt à rencontrer Tshisekedi. Bon, rencontrer Tshisekedi, je pense que ce n'est pas mauvais de le rencontrer, mais pour quelle finalité?
Pour quelle finalité? Puisque nous savons que Kagame ne voudra pas que cette situation soit, en tout cas la partie est de notre pays soit pacifiée. Il sera tenté de nous pousser toujours à la faute, de nous pousser toujours à ce genre de situation. Aujourd'hui à Kalmi, demain il reprend ses tentatives parce qu'il a des intérêts bien précis, bien connus. Nous disons, si nous voulons nous faire respecter, nous pensons que nous devons nous mettre dans une situation telle que nous devons nous faire peur. Nous devons nous faire craindre auprès de nos voisins, auprès de nos ennemis, parce que si vous ne montrez pas vos intentions, sachez que nos adversaires, en tout cas les pays frontaliers, eux, puisqu'ils ont de l'intérêt, puisqu'ils ont le besoin sur le sol congolais, ils vont continuer à nous menacer, ils vont continuer à nous attaquer. Mais pour ne plus se faire menacer, pour ne plus se faire attaquer, nous devons avoir une armée capable, laquelle armée... Et pour avoir cette armée, il faut un budget conséquent. Il faut un budget conséquent, parce qu'une armée, si... Mais entre-temps, on continue à faire confiance à la communauté internationale? Ben, la communauté internationale, comme son nom l'indique, elle est internationale. Elle ne dépendra pas uniquement de la République démocratique du Congo, mais pour assurer notre sécurité, nous devons faire confiance d'abord en nous-mêmes, en nos propres armées, notre propre armée, nos propres hommes en uniforme, de manière à être sûr qu'aujourd'hui, si jamais ça bardait dans la partie Est, nous pouvons dépêcher 50 000 hommes, ils vont aller traquer, ils vont aller neutraliser les forces négatives. Mais si nous ne le faisons pas, la communauté internationale, elle va continuer à exister, mais elle ne viendra pas pour trouver des solutions à nos problèmes. Hein. L'exemple de la MONUSCO est là. La MONUSCO a fait plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Quelle est la solution? Elle était venue pour la paix. Pour la paix, mais il n'y a toujours pas de paix. Pas toujours de paix. Donc c'est pour montrer que la solution du Congolais doit passer par le Congolais eux-mêmes. Complètement fini pour ce rendez-vous de la semaine. Votre candidat pour les prochaines élections? Adolphe Muzito. Adolphe Muzito? Bien évidemment. Vous n'allez pas soutenir la candidature de Martin Fayulu? Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Le Nouvel Élan est un parti politique. Très bientôt, nous irons au Congrès. Je crois que vous aviez suivi la déclaration du leader de Nouvel Élan, Adolphe Muzito. Il a annoncé les congrès pour le 6 mois prochain. Et lors de ces congrès, nous allons désigner d'abord notre candidat au niveau de Nouvel Élan. Et ce n'est qu'après, lorsque nous allons nous lancer aux échanges, aux discussions avec des partenaires pour une plateforme électorale, ce n'est qu'en ces moments-là que nous allons devoir confronter le programme de Nouvel Élan au programme des autres candidats, de manière à nous fixer sur ce que nous allons faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose à la population et ce sera votre mot de la fin? Quelque chose à la population? Je crois que notre population doit rester sereine. J'entends beaucoup disent de choses, racontent de choses sur le Nouvel Élan, sur Adolphe Muzito, mais le plus important, c'est de nous écouter, nous qui sommes de bouche autorisée d'Adolphe Muzito et du Nouvel Élan, pour s'assurer que nous sommes dans X ou Y position. Pour l'instant, nous vous disons que nous sommes la Mouka, nous sommes dans la résistance et nous allons continuer dans cette résistance tant qu'il n'y a pas vérité des urnes que nous exigeons toujours pour les prochaines élections. Deuxième chose, je dirais que nous devons rester soudés. Nous ne devons pas céder à la manipulation parce que regardez comment on nous fait tuer dans le Maïndombe et autres, simplement parce que les politiciens veulent se servir de nous pour leurs propres intérêts. Tant que nous n'allons pas céder à ces genres de manipulation, tant que nous n'allons pas prendre conscience justement à cette situation, eh bien, ils vont continuer à nous manipuler, à se servir de nous comme de marche-pied. Et malheureusement, nous allons rester dans la même situation. D'où la nécessité de vous demander de rester vigilants, non seulement pour nous permettre à bénéficier de notre autonomie, mais surtout pour permettre à ce que notre souveraineté soit entendue, soit exercée. Merci beaucoup. De manière à bénéficier de nos droits, le droit le plus légitime. Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, merci d'être passé une fois de plus dans Info 7. Je vous remercie, madame. Madame, messieurs, c'est complètement fini. Ce rendez-vous de la semaine, merci de votre fidélité, merci de continuer toujours à nous faire confiance. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle sur la chaîne Haute Définition Congo Web. Au revoir.